Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode Grèce antique, monde hellénistique. Cet épisode sera en 2 parties du fait de la complexité et des territoires et du nombre des protagonistes. Nous allons donc nous intéresser aux diadoques, les successeurs d'Alexandre le Grand, qui étaient ses généraux, ou même pour certains d'entre eux des amis d'enfance avec lesquels il a grandi. Dans cet épisode, je vais vous présenter chacun des diadoques et le rôle qu'ils ont eu entre eux, et vous présenter à chaque fois, pour pouvoir bien les identifier, le rôle qu'ils se sont attribués ou qui ont été attribués lors de répartitions. Alors, à la mort d'Alexandre le Grand, le 11 juin 323, va débuter en fait ce qu'on appelle la guerre des diadoques, ou les guerres des diadoques, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors la guerre des diadoques, qui a donc suivi la mort d'Alexandre le Grand en 323, est en fait une série de conflits et d'intrigues complexes qui ont duré près de 50 ans. Un peu moins, entre 42 et 47 ans, selon les dernières scories de ces conflits. Ces guerres ont impliqué les principaux généraux et lieutenants d'Alexandre, qui sont donc appelés les diadoques, et qui se sont battus pour le contrôle du vaste empire. Alors si vous avez aimé ou encore pour les plus jeunes d'entre vous, alors vous ne serez pas déçus. Complot, alliance, mariage, sexe, assassinats à foison, les plus cruels, les plus sordides, dépassant tout ce que vous pouvez imaginer, a eu lieu pendant cette période complexe, tant par l'étendue de son territoire que par la multitude des protagonistes. Avant de vous présenter tout ce beau monde, un moment de recontextualisation s'impose. Donc, à la mort d'Alexandre le Grand en 323, son empire, qui s'étendait de la Grèce continentale jusqu'aux frontières de l'Inde, était sans successeur clair à sa mort. Alors il aura un fils posthume, Alexandre IV, qui va naître en août 323. Et il a un demi-frère, Philippe Aridée, qui était considéré comme mentalement handicapé. Alors cette situation a créé un vide de pouvoir que ces généraux ont cherché à remplir. Ils sont comme la nature, ils n'aiment pas le vide. Donc ils vont répartir l'empire d'Alexandre à Babylone en 323. Alors cette réunion à Babylone, elle est surtout là pour décider du sort de l'Empire. Alors nous n'avons aucune trace écrite historique qui relate la façon dont s'est déroulée cette répartition. On ne sait pas si c'est sous forme de réunions formelles avec des cartes et la répartition ou comment ils ont pu s'attribuer les uns et les autres des territoires. Est-ce que c'était lors de banquets qui étaient quand même assez répandus à ce moment-là. Donc peut-être que j'aime à croire qu'ils se sont réunis dans un banquet, l'alcool aidant, la nourriture et les bons sentiments ont fait ensuite la place belle à la répartition. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein? Mais on rigole en même temps. On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. C'est charmant. Je raffole ce genre de soirée. Cette répartition aussi, elle avait eu lieu pour éviter justement qu'ils ne s'entretuent pour savoir qui va garder ou qui va s'octroyer la plus belle part du gâteau et pour éviter donc les guerres. Mais après les accords de Babylone, il y aura donc la première guerre des diadoques. Toujours est-il que donc à Babylone, la répartition se fait comme ça. Alors attention, nous rentrons dans le vif du sujet avec les diadoques. Ils sont 7 au départ, et d'autres vont venir s'y ajouter, mais là en attendant, ils sont 7. Alors il y a Antipater, qui lui est régent de Macédoine et de la Grèce continentale. Perdiccas, qui lui va être le régent de l'empire le plus oriental de l'empire d'Alexandre. Cratère, qui va être le tuteur des 2 rois,
Alexandre IV et de Philippe Aridée. Donc Alexandre IV étant l'enfant d'Alexandre le Grand et Philippe Aridée son demi-frère. Ptolémée, qui va être satrape d'Égypte. Antigone le Borgne, qui va être satrape de l'Asie mineure, donc de la côte ouest de la Turquie actuelle. Lysimaque, qui va être satrape de Thrace. Et Eumène de Cardia, qui va être satrape de Cappadoce. Alors tous sont des généraux, rompus à l'art de la guerre, sauf un, Eumène de Cardia, qui lui était le trésorier d'Alexandre le Grand. C'est un banquier. Et en plus, il hérite d'une satrapie, donc d'une province, d'une région, la plus instable du moment. Donc voilà, est-ce que tout va bien? Vous n'êtes pas perdu? Ne vous inquiétez pas. À la fin, il n'en restera qu'un. Alors tous ces hommes ambitieux, aussi ambitieux qu'Alexandre le Grand, n'auront de cesse de se quereller, de s'entretuer entre eux. Mais pour l'instant, la mort d'Alexandre le Grand soulève des révoltes qu'il faut mater rapidement. La première est la révolte en Bactriane. Alors la Bactriane, c'est un territoire qui recouvre l'Afghanistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le nord-ouest du Pakistan actuel. En fait, cette révolte part de colons grecs qui étaient installés donc en Bactriane depuis Alexandre le Grand. Et ils se révoltent à sa mort et demandent à rentrer chez eux en Grèce continentale. Alors la révolte, elle va s'apaiser très rapidement par l'octroi d'une relative autonomie de cette région par les Diadoques. Ils éludent assez rapidement cette révolte. La seconde révolte, la révolte dite de Lamia, c'est une cité en Grèce continentale, en 322. Donc là, les Grecs sont encouragés par la mort d'Alexandre. Ils s'enflamment un peu. Ils se révoltent contre la domination macédonienne qu'ils ont toujours eu beaucoup de mal à accepter. Et Harpale, le trésorier d'Alexandre, à la mort d'Alexandre, il s'empare d'une partie des réserves en or, accumulées par le pillage des terres conquises, bien sûr, et il s'est réfugié à Athènes. En plus, Athènes étant la cité la plus prompte à se révolter contre l'hégémonie macédonienne. Démosthène, un très grand orateur qui avait rédigé les Philippiques, était le premier d'entre eux à détester cordialement l'hégémonie macédonienne. Donc Harpale, il va être aidé par ce Démosthène. Et il provoque un soulèvement pour obtenir la liberté des cités grecques. Alors la guerre éclate à Lamia, ce qu'on appellera par la suite la guerre lamiaque. Donc Antipater et Cratère répriment cette révolte lors de la bataille de Cranon en 322 et ils rétablissent ainsi l'autorité macédonienne en Grèce. Donc voilà, deux révoltes promptement réprimées. Après cet épisode de la guerre lamiaque, donc qui a été très vite canalisé par Antipater, qui est le régent de Macédoine, et par Cratère, qui est lui le tuteur des deux rois, Alexandre IV et Philippe Aridée. Au fur et à mesure où je vais vous citer les noms des Diadoques, je tâcherai de vous rappeler à chaque fois le territoire dont ils sont possesseurs et leur rôle. Je pense qu'on gagnera en clarté et ça permettra de suivre un petit peu au regard de tous les échanges qu'il va y avoir. Alors la première guerre des Diadoques commence en 321, donc soit 2 ans après la mort d'Alexandre le Grand, et elle vient de Perdiccas, qui lui est régent de la partie la plus orientale de l'empire d'Alexandre le Grand, donc vraiment à l'extrême ouest de l'Anatolie et des pays que je vous ai cités, l'Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan et ainsi de suite. Donc lui, Perdiccas, il n'est pas spécialement content d'avoir des territoires aussi reculés. Il s'était rêvé comme le réel successeur d'Alexandre le Grand. Donc il va tout faire pour se mettre dans les pas du grand conquérant. Donc il va principalement viser à consolider son pouvoir et s'établir comme le successeur d'Alexandre. Il va épouser la sœur d'Alexandre le Grand, Cléopâtre de Macédoine, afin de s'assurer une filiation avec la famille du conquérant. C'est toujours un peu mieux quand on appartient à la famille, quoique ce n'est pas un gage de sécurité dans ces familles-là. Il ambitionne aussi de s'octroyer le titre de régent des rois de Philippe Aridée et du jeune Alexandre IV, à la place de Cratère, qui est lui en ce moment empêtré dans la guerre lamiaque. Donc l'attitude de Perdiccas n'est pas sans inquiéter les autres diadoques, qui voient là son ambition. Et
il est un unioniste, mais un unioniste que pour lui et avec lui, commandant les autres. Et ça va pas être possible. Donc il va y avoir une coalition qui va être menée par Antipater, donc qui lui est le régent de Macédoine, Cratère, qui donc lui est le tuteur, il ne veut pas se voir dépossédé de ce rôle, Ptolémée, le satrape d'Égypte, et Antigone, qui lui est le satrape de l'Asie mineure. Donc cette coalition s'est formée contre Perdiccas. Alors lui, Perdiccas, lui, il a tenté de conquérir l'Égypte, parce que c'est le territoire le plus riche de l'empire d'Alexandre. Donc il va aller sur le territoire égyptien, parce qu'en fait, Ptolémée a détourné, ou aurait détourné, le corps d'Alexandre le Grand, qui devait retourner en Macédoine, et le détourne pour l'amener en Égypte, histoire de s'attirer un petit peu aussi une filiation avec le conquérant mort. Alors Perdiccas se rend donc en Égypte, et il y amène bien sûr ses armées et ses officiers. Mais là, mauvaise idée, parce qu'il va être assassiné par un de ses officiers en 321, qui sera Séleucos. Antigone le Borgne, qui est donc lui le satrape d'Asie mineure, qui est très occupé dans cette coalition contre Perdiccas, il laisse le champ libre à Eumène de Cardia, qui va lui grignoter des terres en Asie mineure pendant ce temps-là. Et oui, il ne faut pas quitter sa place, qui va à la chasse perd sa place. Donc Antigone va vite retourner sur ses terres pour contrer le banquier Eumène de Cardia. Il est vachement fort parce que Antigone est un grand général et Eumène de Cardia est un simple banquier et qui, à l'évidence, s'est vite familiarisé avec les arts de la guerre et donc a grignoté quand même beaucoup de territoire sur les terres d'Antigone. Quoique nous connaissons aussi tous un banquier qui a réussi. Donc là, une coalition dans la coalition va s'effectuer entre Antigone et Cratère, le tuteur des rois, qui veut le rester. Donc il vient secourir Antigone contre Eumène. Mais là, Cratère, il trouve très rapidement la mort pendant le combat. Donc là, les diadoques, qu'est-ce qu'ils font? Puisque Perdiccas est mort, Cratère vient de mourir, donc les diadoques vont s'unir contre un ennemi commun, Eumène de Cardia. Et ils introduisent Séleucos dans la coalition, en remerciement de l'assassinat de Perdiccas. La traîtrise, ça paye toujours. Et ils lui donnent même la satrapie de Babylonie comme territoire. Donc vraiment, il vaut, dans ces moments-là, dans ces familles-là, et dans ce genre de rapport, il vaut mieux trahir, ça paye mieux. Donc Antigone et la coalition parvient progressivement à récupérer les territoires qui avaient été envahis par Eumène. Et il est même sur le point de le capturer, pour le tuer en même temps. Mais un revirement de dernière minute intervient et le coupe dans son élan. Antipater meurt. Alors, de mort naturelle, ce qui est quand même assez rare à ces moments-là. Mais Antipater était lui venu prêter main forte à Eumène. Mais bon, il trouve la mort d'un œdème et donc c'est ce qui va rebattre les cartes. Il faut réadministrer la Macédoine, puisqu'il n'y a plus Antipater pour le faire. Et puis il faut nommer aussi un nouveau tuteur des rois, Alexandre IV et Philippe Aridée. Je pense que une petite récapitulation s'impose. Donc, 3 diadoques sont morts. Perdiccas, le régent de l'ancien empire perse, conquis par Alexandre. Cratère, le protecteur du demi-frère d'Alexandre et de son fils Alexandre IV, qui est alors âgé de 2 ans. Et aussi la mort d'Antipater, qui était le régent d'Europe. Alors lui, Lysimaque, il est toujours le gouverneur de la Thrace, Ptolémée, toujours satrape d'Égypte, Eumène est encore en Cappadoce, et Antigone en Asie mineure. Sans oublier le nouveau venu, Séleucos, qui est satrape de Babylonie. Ah, il était dans les chars? Non, dans les limonades. Soif qu'on dit. J'ai plus ma tête. Donc la coalition contre Eumène de Cardia peut reprendre là où elle avait été laissée, ce qui donne naissance à la deuxième guerre des diadoques, qui va durer de 319 à 315. Mais la mort d'Antipater laisse la régence de Macédoine vide. On pourrait penser que son fils Cassandre prendrait la suite, mais en fait Antipater, quand il est parti venir secourir Eumène, avait placé un de ses généraux et un ancien général de Philippe II, Polyperchon, et il lui avait confié la régence
au détriment de son fils Cassandre. Alors Antipater avait fait ça parce qu'il considérait que Polyperchon était beaucoup plus sage que son propre fils pour gouverner la Macédoine et la Grèce continentale. Vous le sentez le truc arriver là ou pas ? Eh oui, c'est une nouvelle guerre qui s'annonce. Donc Cassandre, il va contester cette nomination et il déclenche donc une guerre civile en Grèce. Les Diadoques s'allient avec Cassandre contre Polyperchon, qui lui s'allie avec les cités grecques à qui il redonne la liberté. Mais le plan de Polyperchon va pas bien fonctionner, voire pas fonctionner du tout. Il est rapidement défait. Alors il est peut-être plus sage que Cassandre, mais il est plus vieux, donc peut-être un peu moins rapide à prendre les bonnes décisions. Et donc Polyperchon, il s'enfuit en Épire pour s'allier avec Olympias, la mère d'Alexandre le Grand. Et comme ça, s'allier les armées molosses. Cassandre, ce qu'il va faire, pour remettre le calme dans les cités grecques et surtout dans la cité athénienne, il va placer un philosophe, disciple d'Aristote, il va le placer comme tyran d'Athènes. Il s'appelle Démétrios de Phalère. On en reparlera plus tard, il va jouer un autre rôle, mais loin d'Athènes. Donc Cassandre, lui, il négocie avec Philippe Aridée en Macédoine. La mère d'Alexandre se retrouve dans le camp adverse du demi-frère d'Alexandre. Alors là, c'est vraiment famille, je vous aime. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Eh bien, à la mode grecque, assassinat à foison. Olympias exécute Philippe Aridée et son épouse. Cassandre la capture et la fait mettre à mort en 316, par lapidation par l'ensemble des parents qui auront eu un enfant mort par les mains d'Olympias. Nous reviendrons sur l'ensemble de ces fêtes sur les portraits dédiés aux femmes macédoniennes qui sera l'objet du 5e épisode. Cassandre prend finalement le contrôle de la Macédoine et devient aussi le tuteur du jeune Alexandre IV qui n'a que 7 ans. Et oui, ça pousse vite les enfants. Alors comme vous avez pu le constater, les alliances entre les Diadoques se défont aussi vite qu'elles se concluent. Antigone le Borgne, donc lui pour rappel est le satrape de l'Asie mineure, reprend son combat contre Eumène, qui est donc le satrape de Cappadoce, et il parvient enfin à le tuer. Mais il s'enflamme par sa victoire, et il s'emballe complètement, et il conquiert avec son fils, Démétrios Poliorcète, on en reparlera un peu plus tard de ce personnage, le couloir syrio-palestinien et la Babylonie, terres qui appartiennent d'une part à Ptolémée et à Séleucos. Donc là, ça va pas sentir très bon. Donc les Diadoques, ils regardent ce binôme père-fils, donc entre Démétrios Poliorcète, le fils de Antigone le Borgne. Donc les Diadoques vont à nouveau s'allier. Alors Antigone va lui s'allier à Polyperchon, et oui, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, contre Cassandre, le gouverneur d'Europe. Mais dans le combat, le fils de Polyperchon est massacré par Cassandre, ce qui fait reculer son père, qui prête allégeance à Cassandre. Antigone le Borgne va avoir une idée pour pouvoir faire gonfler ses armées contre l'ensemble des Diadoques. Il va former une ligue avec les îles des Cyclades et l'île de Rhodes pour continuer sa lutte contre Cassandre et les autres Diadoques. Mais cette flotte marine va rapidement passer aux mains de Ptolémée. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Au regard de l'attitude d'Antigone le Borgne, donc Séleucos, Ptolémée, Cassandre et Lysimaque s'allient contre la coalition père-fils. C'est la 3e guerre des Diadoques. J'espère que vous arrivez à suivre dans tous ces protagonistes. On récapitule avant de se quitter pour cette première partie. Donc il reste Ptolémée, qui est satrape d'Égypte, Antigone le Borgne, qui est satrape de l'Asie mineure, et avec son fils Démétrios Poliorcète, Lysimaque, qui est toujours satrape de Thrace, et pour l'instant il vit pas grand-chose à part s'allier avec les Diadoques au gré des conflits. Et Polyperchon, qui a prêté allégeance à Cassandre. Lui est le régent de la Macédoine et de la Grèce continentale. J'espère que cet épisode ne vous a pas perdu, avec tous les protagonistes et les différents rôles qu'ils ont eus. Nous allons nous arrêter ici, histoire de digérer un peu toutes ces informations, et on se retrouve très prochainement pour la 2e partie des Diadoques.